Je remercie également M. Ben Osman, qui est maître de conférence à l'université d'Arinara, à l'Institut de sciences économiques. Judé, qui s'intitule Gouverner le marché, des expériences asiatiques. Suite à cet exposé, nous avons un débat. Après le débat, donc, nous ferons une courte pause. Nous allons reprendre par l'exposé de M. Ben Osman sur les contraintes de la dette extérieure et la transition vers l'économie de marché. Cet exposé sera également suivi par un débat et nous arrêterons aux environs de 12h30 ou 12h45 pour aller déjeuner. Nous reprendrons en début d'après-midi à 14h par un autre exposé de M. Judé sur les stratégies de contournement, les expériences dans les pays socialistes et l'expérience de la Chine populaire. Nous terminerons par un débat général. Un programme chargé, c'est temps, et je passe la parole tout de suite à M. Monsieur Malfatti, je vous remercie de m'accueillir ici à Naba. C'est par ici, dans cette région d'Algérie, que je suis venu pour la première fois en Algérie en 1963. J'habitais à l'époque Tunis, où j'ai vécu pendant 9 ans. Et j'ai eu l'occasion de premier contact avec l'Algérie dans cette région de Soumarat à Naba. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis cette époque. Je crois que une grande majorité de la population algérienne est née depuis, qui est à la fois ce qui représente à la fois, bien sûr, des problèmes de mise au travail et de mise en œuvre des potentiels, mais aussi représente, je crois, beaucoup de promesses pour l'avenir. Alors je voudrais donc vous parler à partir de notre expérience d'Afrique, d'ASEAN et également de la Chine. Et nous avons été, bien sûr, très intéressés par les développements rapides que l'on constate dans cette région, mais aussi très attirés, précisément dans cette période où la Banque mondiale sont allées un peu partout en proposant ses recettes, en particulier dans l'Amérique latine et en Afrique au sud du Sahara, d'un développement lié à l'ouverture, à une ouverture, pourrait-on dire, débridée, et lié au libre jeu des forces et des marchés, c'est vraiment de constater que dans cette région du monde asiatique, où les développements étaient plus dynamiques, que les réalités ne correspondaient absolument pas à ce qui était annoncé ou bien implicite dans ces conseils ou ces déclarations extrêmement dogmatiques. Donc c'est ce que disent les gens à propos du Japon. L'État fait partie d'un ensemble, fait partie d'un tout. Alors une loi s'impose à tous, c'est la loi d'une bonne gestion, d'une bonne gestion, mais une gestion qui ne soit pas une gestion à l'anglo-saxonne, comme dit Albert, c'est-à-dire fixée sur l'horizon du résultat des trimestres, mais qui s'ordonne autour d'approches raisonnables, d'objectifs que l'on s'est fixés, qui sont parfois des objectifs relativement courts, qui sont souvent aussi des objectifs beaucoup plus longs. Et je pense que même en Caen, à tout choc négatif. Troisième raison, pourquoi ces pays ont pu échapper à l'auto-endettement, c'est qu'ils ont suivi des politiques macroéconomiques relativement prudentes. Là aussi, on a dit, dans les années 70, il y a de véritables investissements, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'en même temps, ils ont évité une forte inflation, ces pays de la Grande. Et dans le même temps, ils ont atténué les boulots d'étranglement de l'infrastructure, développé leurs ressources humaines, élargi leur base de production, mais
ils ont fait de sorte que les entreprises publiques ne s'engagent pas dans la voie du déficit massif. En Algérie, c'est le contraire. 2 décennies et demie, 3 décennies d'administration de l'économie algérienne, et les entreprises sont engagées dans la voie du déficit massif. Là, je n'aurai pas le temps de faire tout un diagnostic microfinancier et macrofinancier pour parler de financement d'exploitation qui était bureaucratique et l'inefficacité de l'analyse financière à cause du caractère insignifiant des prix relatifs, les prix étaient administrés, prix bidons, masqués par la banque pétrolière. Le point faible, c'est la banque, le risque de probabilité dans les banques, il était assumé par le Trésor. Et on a créé, et ça a entraîné une surévaluation des résultats, et on a créé pour la banque une illusion de cette rentabilité. Mais tout ça, c'est la banque centrale ou la banque d'Algérie qui porte le fardeau, bien sûr, à l'aide de la création de la masse monétaire. Et là, je donnerai un chiffre, la masse monétaire en 90 a atteint jusqu'à 291 milliards, PIB 289, 290, ce qui a un taux de liquidité énorme. Alors qu'au Maroc, c'est plus 0,25, le Poro 0,35, 0,35, 0,25 en Tunisie. C'est que la première leçon à tirer de ces pays concerne peut-être, c'est un point de vue certain, les utilisations qui sont faites des prêts extérieurs et qui constituent la base même d'une saine gestion de la dette extérieure. Pourquoi? Parce que si les montants des prêts extérieurs servent à satisfaire les besoins de consommation immédiate ou à soutenir un taux de change surévalué, les emprunts extérieurs n'auront d'autre effet à long terme que d'hypothéquer à l'avance une partie de recettes futures. Maintenant, ce qui nous pousse par exemple à aller vers l'économie de marché, c'est la crise de 86. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Certes, il y a des séquelles, 82, parce qu'on parle de réforme, création, il y a les réformes ont commencé en 81, création de postes délégués à la réforme, 82 la restructuration organique, le diagnostic il est noir, le bilan de la restructuration organique financière, d'ailleurs c'est l'un des points sombres de l'histoire économique algérienne. Actuellement, toutes les entreprises qui sont issues de cette restructuration sont difficiles à faire passer à l'autonomie. Il me semble une hérésie incommensurable. Et deuxième point, c'est que 82-93, c'est aujourd'hui qu'on s'est aperçu que ces entreprises que j'appelle les modestes restructurations, on est en train de les regrouper par la notion récemment groupe, conseil de management. Après une dizaine, après 12 ans, on est en train de réparer ça. On applique l'ajustement structurel. Je saute un petit peu sur l'ajustement structurel. Parler d'abord de la particularité de la dette algérienne, c'est une dette courtière. Et pourquoi les responsables de la Banque d'Algérie refusent ce réchannement aussi? Techniquement, le réchannement n'est pas réchonnable, les emprunts obligataires ne sont pas réchonnables, les intérêts ne sont pas réchonnables. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours préféré, avec les différents gouvernements, depuis Hamrouch, ont préféré le profilage, c'est-à-dire le refinancement. C'est quoi le profilage? Il s'agit d'adapter le profil de la dette à la situation financière de l'Algérie. Alors que le réchauffement, c'est un réaménagement des conditions d'emprunt final. Il est beaucoup plus contraignant. Réchauffement, il faut passer par le Club de Paris, le Club de Londres, le Club de Paris dette publique, le Club de Londres. C'est quoi ces clubs? Il faut avoir l'aval du FMI pour passer à un club. Le Club de Paris, c'est un groupe de comités ad hoc, institution officielle informelle, sans composition fixe ni structure administrative, qui se réunit à la requête des pays qui veulent alléger ou renégocier leur dette dans un délai normal de 10 ans avec un différé d'amortissement de 5 ans. C'est pour ça pourquoi j'appelle l'ajustement structurel, parce que tous les pays malades financièrement, endettés, et là il y a un véritable champ expérimental dans l'Amérique latine, où on applique presque toutes les méthodes, qu'on appelle le menu à la carte, capitalisation d'intérêt, conversion de la dette en participation, etc., etc. Et les réformateurs algériens, là je rejoins un sociologue algérien, Hadi, où les réformateurs algériens, ils se sont inspirés effectivement de l'ajustement structurel qui est préconisé par le FMI. Mais ils reproduisent les 10 méthodologies liées à cette politique, qui consiste à laisser jouer la logique du système des prix dans une économie qui est caractérisée par la rigidité de l'offre. Mais le vice majeur de cette politique, de l'ajustement du PAS, c'est qu'elle repose sur des paradigmes mollarassiens, néoclassiques, marginalistes, qui reposent sur cette école, c'est néoclassique, mais cette théorie, elle est pertinente dans une économie industrielle, où l'offre réagit à la moindre offre de la demande.
mais elle est méthodologiquement erronée dans une économie primaire telle que l'économie algérienne, qui est marquée par la rareté des facteurs de production et qui obéit à des mécanismes de grande spéculation qui affaiblit constamment le salariat. Cet ajustement pour nos pays, il est certes, c'est une contrainte, mais c'est une nécessité. Mais les résultats nous sont mitigés dans plusieurs pays qui ont appliqué l'ajustement structurel. C'est pour ça que le professeur Diab est en train de revoir sa politique d'ajustement structurel. Je parle, c'est récent.